Salut à tous et bienvenue dans La Complète. Aujourd'hui nous sommes à l'Opérette dans le cadre de la 2e édition du festival de BD L'Opérette en ébullition. C'est Nicolas Marie qui nous présente l'événement. Nous recevons aussi Chris qui est un scénariste et Erwan Lebot qui est un dessinateur et qui nous prépare une surprise tout au long de l'émission. François Collec, le maire, sera aussi des nôtres pour parler de sa commune. Et je vous propose un reportage autour de la pierre de Kersanton et puis également un reportage dans les coulisses du radar de Bretagne, ce fameux bâtiment avec la grande boule rouge. Mais avant tout cela, c'est la carte d'identité. Voilà, nous sommes à la bibliothèque de l'Opérette avec Nicolas Marie, bonjour. Bonjour. Chris, bonjour. Bonjour. Alors Nicolas, vous êtes l'organisateur du festival de bande dessinée de l'Opérette, c'est ça? Tout à fait, l'Opérette. Vous êtes aussi membre de l'association Brest en Bulle. Exactement. Et Chris, vous êtes scénariste. Oui. Et donc tout au long de l'émission avec nous, il y a Erwan Lebot qui va du coup dessiner. On le retrouve, du coup il dessine en live et on le retrouve en fin d'émission pour parler avec lui de son métier de dessinateur. Voilà, alors Nicolas Marie, on est ici en fait pour le festival de bande dessinée L'Opérette en ébullition. Ça se déroule ce dimanche 1er avril. Il y a aussi des expositions qui sont déjà en cours. Alors c'est la 2e édition de ce festival. Expliquez-moi comment l'aventure a commencé. Alors c'est très bien que vous parliez d'aventure parce que c'est tout à fait le terme. Ça a commencé en octobre 2009. Quand on a créé l'association, on était à peine une demi-douzaine à l'époque. Et avec pour but donc de promouvoir les auteurs locaux et de mettre en avant toutes les facettes de la bande dessinée, je dirais, de la faire connaître au plus grand nombre. Et pourquoi vous avez organisé cet événement à l'Opérette? Alors c'est une très bonne question. On a eu la chance de pouvoir monter une exposition de Mike et Gwendal Lemercier, 2 auteurs locaux à la Maison Manac. Ouais. Et l'aventure s'est lancée du coup comme ça sur l'Opérette. La mairie a vraiment apprécié, je pense, notre travail sur cette première exposition et nous a donné la chance de monter un premier festival donc le 10 avril 2011 où Chris était présent également. Et donc voilà, donc le premier festival qui a très bien marché, qui a très bien pris, avec 14 dessinateurs, pas mal de bouquinistes, une maison d'édition. Et donc une réussite pour cette première, sous un temps estival, je dirais. Et donc on a l'occasion là de refaire une 2e édition bien plus importante. Cette année. Chris, justement, vous êtes issu du cru local, vous participez à cet événement. Pourquoi finalement vous participez à cette initiative locale? Qu'est-ce qui vous motive? Bon, c'est toujours, ce sont des réseaux d'amis. Tout ça, c'est vrai qu'on est extrêmement sollicité pour les festivals un peu partout en France ou à l'étranger en tant qu'auteur. Mais si un événement se monte dans le coin, la moindre des choses, c'est de pouvoir y répondre si on nous demande d'être présent. En plus, parmi les organisateurs, j'avais quand même pas mal d'amis puisque le milieu de la bande dessinée à Brest, c'est un petit milieu, que ce soit lecteur, auteur, bibliothécaire ou autre, on se connaît entre nous. Et puis, il se fait qu'en plus, je fais du sport à l'Opérette. Alors, ça faisait quand même beaucoup. Pour dire oui. Et puis c'est vrai que l'année dernière avait été une belle réussite. Oui, il y avait beaucoup de monde, un public assez différent en plus des festivals qu'on côtoie d'habitude, qui sont souvent plus fréquentés par des spécialistes déjà de la bande dessinée. Alors que là, c'est un public très familial qui découvrait vraiment les auteurs. Et du coup, ça a été une chouette édition. Ouais. Vous parlez justement d'un groupe d'amis. Vous êtes vous-même à l'origine d'un atelier brestois qui s'appelle les Violons Dingues. C'est quoi? Alors ça avait d'atelier que de nom, puisque c'était le nom de l'association qui s'appelait l'Atelier des Violons Dingues. On n'a jamais eu de local réellement physique. Le local, c'était les différents bars de Brest ou nos salons respectifs. Mais c'est vrai que c'est là où vraiment la bande dessinée a explosé à Brest. C'est lorsqu'on a créé cette association. On s'est retrouvé une quarantaine d'auteurs quand même au plus fort. Aujourd'hui, il y a une dizaine à peu près d'auteurs professionnels qui en sont issus. Et ça a créé évidemment beaucoup d'amitié. On se côtoie toujours autant presque 15 ans plus tard. Même si on travaille tous dans des styles très très différents. Il n'y a pas une école brestoise à proprement parler. On est vraiment dans des auteurs, que ce soit au niveau scénario, au niveau dessin, qui recouvrent à peu près tout le spectre de la bande dessinée tel qu'on la connaît aujourd'hui en France. Et dans cet atelier, justement, il y a aussi Erwan Lebot qui dessine actuellement, c'est ça? Oui, Erwan était un de mes premiers acolytes. Oui, on avait créé ça avec également Aubion, avec Nicolas Cadeau, enfin voilà, plusieurs, Gwendal Lemercier évidemment, Mike, etc. Et c'est vrai que l'ossature, le groupe de base est toujours là. Par contre, ils sont rajoutés des vrais talents comme Arnaud Le Goueffet,
Fleck, par exemple, voilà, qui a rejoint le groupe plus tard, qui n'a pas publié dans le fanzine, mais qui travaille avec Aubion notamment, et qui est issu également des Violons Dingues. Alors beaucoup d'entre vous sont dans ce festival de BD à l'Opérette, je le rappelle, c'est ce dimanche 1er avril. Alors qu'est-ce qu'on y trouve? Qu'est-ce qu'il y a au programme? Alors, donc les traditionnelles dédicaces des dessinateurs et des scénaristes. Il y aura combien d'auteurs? On aura à peu près 25 auteurs, scénaristes et dessinateurs. Plus cette année, une grande nouveauté, on aura aussi des maisons d'édition qui seront présentes, donc qui ramènent aussi des auteurs. Donc globalement, on est à plus de 30 auteurs, je pense. Voilà. Après, il y a pas mal d'animations. Donc il y a par exemple un dessin à 3 mains. Donc c'est quoi le concept? Alors, le concept, c'est on prend 3 dessinateurs qui vont commencer à dessiner. Au bout de 2 minutes, on change de place et ils dessinent à la suite de leurs collègues. C'est un peu une chaise musicale avec des crayons en fait. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Et c'est une animation qui avait vraiment bien plu l'année dernière, qu'on va renouveler cette année. Et il y a aussi 2 expositions qui ont lieu ici même autour de nous d'ailleurs, et il y a la Maison Manac. Et à la Maison Manac. Donc à la Maison Manac, nous avons une exposition de Marc Lizzano sur l'île aux 30 cercueils, qui est un de ses derniers ouvrages. Donc ce sont des planches originales, des scripts. Donc c'est vraiment une mise en valeur de son travail que je trouve plutôt bien faite. Donc voilà. Et ici, donc nous avons le travail d'Erwan Lebotte, donc ici présent. Il vous en parlera sûrement mieux que moi, voilà, mais c'est une sorte de carnet de voyage artistique. Et du coup, donc voilà, donc il y a ces 2 expositions-là, et il y a aussi une ouverture à la jeunesse que vous avez voulu développer. C'était vraiment un début de l'association, comme je disais tout à l'heure, et comme a un peu précisé Chris. Le but, c'était vraiment de s'ouvrir, d'ouvrir la bande dessinée à tout le monde. Donc je pense que tout le monde peut y trouver son compte dans la bande dessinée. Donc les familles, les enfants. Donc l'année dernière, on avait un petit peu commencé. Cette année, on a vraiment un espace jeune très développé. Et oui, vraiment pas mal d'animations pour les jeunes. Une tombola aussi très importante dans laquelle il y aura plein de choses à gagner pour les enfants. Donc oui, on essaie de mettre le paquet sur ce sujet. D'accord. Alors Chris, rapidement, c'est aussi votre cœur de bataille en ce moment. Vous avez œuvré un peu pour la jeunesse. Vous êtes en train d'œuvrer pour la jeunesse au niveau des bandes dessinées. Ouais, c'est un peu un changement radical puisque je suis plus connu pour mes albums très adultes ou documentaires, voire assez noirs pour certains d'entre eux. Et là, oui, j'ai une première série jeunesse qui vient de sortir aux éditions Dupuis, qui s'appelle Les Brigades du Temps, qui, comme son nom l'indique, sont des histoires de voyage dans le temps qui avaient démarré dans le journal Spirou et qui vient vraiment de cette veine, voilà, de la bande dessinée franco-belge, d'aventure, d'humour, tout public, tel qu'on l'a connu beaucoup dans les années 70-80 notamment. C'est assez proche des Tuniques Bleues ou de Valérian ou des choses comme ça. Et voilà, ça démarre tout juste et si Dieu nous prête vie et le capital, un peu d'argent, on peut faire 50 albums avec ça. Donc j'espère que ça durera suffisamment longtemps pour ça. Donc c'est votre projet actuel, c'est ça? Oh, parmi plein d'autres, mais en tout cas c'est la dernière sortie, oui. D'accord. Donc Nicolas Marie, merci beaucoup. Chris, merci. Je rappelle que les expos ont lieu actuellement. Le festival de BD, le cœur du festival, c'est ce dimanche 1er avril. Merci à vous. Donc Erwan du coup dessine toujours, on le retrouve tout à l'heure. Mais pour vous du coup, nous ne pouvons pas le louper. Il est situé sur les hauteurs de l'Opérette. Cette grande boule blanche œuvre pour la sécurité et le trafic aérien français. Habituellement, ce lieu est interdit au public. Il est très sécurisé. Mais pour vous, nous y sommes allés. C'est un reportage exclusif que nous vous proposons. C'est au cœur du CRNA Ouest, autrement dit le radar de Bretagne. C'est la rubrique En coulisses. Ce centre est un centre de contrôle aérien qui dépend de la Direction générale de l'aviation civile et plus particulièrement de sa partie navigation aérienne. Je vous propose de commencer par la salle technique où se trouvent tous les systèmes. Donc nous nous trouvons maintenant dans la salle technique qui a une surface d'environ 800 mètres carrés aujourd'hui, avant extension. Et de ce côté se trouve la supervision technique de laquelle on peut superviser tous les systèmes, que ce soit données radar, radio. Là, vous êtes dans l'un des cœurs du CRNA Ouest. Ici, il faut une disponibilité permanente de la fonction de manière à assurer le fonctionnement de tous les matériels nécessaires au contrôle aérien. L'énergie, c'est la source dont on ne peut pas se priver dans le contrôle aérien. Donc nous mettons en place des architectures vraiment très secourues au niveau énergie. Nous avons 2 arrivées EDF différentes. Nous avons ensuite des groupes électrogènes qui peuvent également se mettre en œuvre
en cas de panne d'arrivée énergie. Et puis nous avons en plus du secours sur batterie de tout ça. Donc nous sommes remontés, premier étage, l'accès à la salle de contrôle. Nous sommes ici au cœur du centre. L'espace est partagé entre des civils et des militaires. Le trafic civil est très, très important. Et l'espace est découpé en petits éléments, en petits volumes. Il y a 2 personnes en permanence sur les secteurs. Et ils sont en contact avec parfois 25 voire 30 avions en période de pointe sur certains regroupements de secteurs. Parce qu'on couvre une zone qui est très large, qui s'étend du sud de l'Irlande au nord de l'Espagne et au-dessus de la région parisienne jusqu'en Champagne. Et on traite jusqu'à 3000 vols, voire un peu plus de 3000 vols par jour. Actuellement, il y a une vingtaine de personnes qui travaillent. Les gens travaillent par équipe, donc ils se relèvent toutes les 2 heures maximum. Il y a des gens qui circulent autour, donc on a vraiment besoin de concentration. C'est un des mots-clés pour ce métier. Le centre ici de contrôle est amené à s'agrandir. On a démarré des travaux d'extension pour agrandir la surface de la salle de contrôle et de la salle technique et permettre à ce centre de contrôler encore le trafic qui va aller en augmentation dans les 15-20 prochaines années. Je pense qu'il a une image pour la région. C'est vrai que beaucoup de gens ne savent pas exactement ce qu'il y a à l'intérieur de ce bâtiment, mais je pense que c'est important pour la région de savoir qu'il y a ici un centre de contrôle important qui couvre tout le nord et l'ouest de la France. Et donc dans ce centre, il y a une activité très importante pour le trafic, le contrôle du trafic en France. François Collègue, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le maire de la commune de l'Opérette. Tout à fait. Alors le radar qu'on vient de voir dans ce reportage, vous le connaissez, non ? Tout à fait, très bien, puisque j'ai consacré l'essentiel de ma vie professionnelle. J'y suis arrivé en 1972 et je l'ai quitté en 2006. Qu'est-ce qu'il vous inspire, vous ? Beaucoup de respect, beaucoup de mystère et en fait, je dirais beaucoup de mérite, puisque je crois qu'au-delà de la qualité tout à fait particulière de cette entreprise, il y a également une aventure humaine au sein de l'entreprise, puisque au début des années 90, nous étions 80 salariés, puis il y a eu un challenge qui a été porté en commun par les personnels et par l'encadrement du centre, mais aussi de la DGSC, de l'aviation civile française, ce qui fait qu'aujourd'hui, sur ce site, sont employées 520 personnes, et on le doit bien sûr à notre administration, mais aussi à l'intérêt que les personnels de l'époque ont montré à ce développement d'une manière quasiment unanime, syndicats et encadrement. Comment décririez-vous votre commune à quelqu'un qui ne la connaît pas comme ça spontanément ? Comme étant la plus belle du Finistère, devant, je dirais, son attrait à son implantation très particulière. Nous sommes géographiquement très bien situés. Nous sommes très proches de Brest, très proches de Landerneau, très proches de Châteaulin, pas très loin de Quimper. Nous sommes aujourd'hui un peu plus de 3700 habitants, mais politiquement nous avons la volonté d'une croissance lente, à en gros 25 habitants de plus par an, ce qui correspond à peu près donc 25 logements de plus par an. Et ce n'est pas un inconvénient pour l'identité de votre commune, justement, d'être comme ça près de grandes villes ? Je pense que la commune a su ne pas être une commune dortoir, en fait. Je crois que nous avons la chance d'abord d'avoir une activité agricole toujours très présente, bien sûr que nous souhaiterions encore plus présente, qui fait que nos paysages sont très, très variés grâce justement à ces agriculteurs. Nous avons la chance d'avoir toute une série d'autres atouts. Donc non, je ne crois pas que nous sommes attractifs. Aujourd'hui, la liste des demandes de construction sur notre commune est très longue, chez les primo-accédants en particulier. Et notre commune essaie justement de réaliser des lotissements communaux qui permettent aux primo-accédants de venir habiter chez nous. Mais qu'est-ce qui fait vivre justement l'Opérette ?
Alors, ce qui fait vivre l'opérette, j'ai parlé de l'agriculture, je pourrais parler du tissu économique. Vous avez parlé du radar de Bretagne. Donc, nous avons la chance sur notre commune d'avoir près de 2400 emplois, hein, bien sûr, pour la moitié au niveau du centre radar de Bretagne, entre civils et militaires, mais nous avons pas mal d'autres activités avec beaucoup d'emplois autour. Donc, un tissu économique important, un tissu de services important. Nous ne sommes pas une ville commerçante, mais nous avons tous les commerces et tous les services de première nécessité, hein, en passant du podologue, par les kinés, par les médecins, par les infirmiers, et puis par tous les petits commerces de proximité. Qui permet de vivre dans la commune. Qui permet d'oublier d'avoir cherché son pain au supermarché et de trouver chez nous tout plein de solutions. Vous avez aussi un champion ici également, c'est le champion d'Europe de kickboxing qui est l'Opérettois. C'est Arnaud Charrier. Est-ce que c'est une fierté pour la commune? Bien sûr, je l'ai félicité un peu tard puisque j'ai mis près d'une semaine puisque j'étais en congé. Bien sûr, c'est une fierté pour la commune et je crois que ça marque aussi notre caractéristique. En fait, nous sommes une commune d'accueil. Le festival Brest-en-Bulle, et j'en profite si vous me le permettez pour féliciter le travail que fait l'association. C'est un plaisir pour la commune de travailler avec cette association qui nous apporte des bénévoles, certains du radar de Bretagne aussi, hein, puisque nous sommes marqués par ce radar. Ce que je vois, voilà, c'est pas mal implanté ça. Tout à fait. Donc c'est une chance aussi. Féliciter dans le cadre de ce festival Brest-en-Bulle les élus qui s'impliquent, donc Jean-Paul Morvan, Nadia Chardon qui vient du radar de Bretagne aussi, et puis donc Marie-Vonne Troel, hein, qui accompagne aussi cette opération. On l'a compris, c'est une histoire de famille. Quels sont les grands projets 2012 pour la commune de l'Opérette? Vous m'avez pas laissé finir, même si peut-être on n'aura pas le temps, mais le kickboxing, en fait, c'est aussi une caractéristique de la commune. C'est une association qui avait perdu son lieu d'entraînement, qui a frappé à notre porte, et tout de suite, on s'est mis à la recherche d'une solution d'accueil, et nous l'avons accueilli il y a 2 ans. Alors bien sûr, un champion d'Europe pour l'Opérette, c'est fantastique. Nous avions déjà pas mal de champions de France dans le nautisme, dans le tir et dans plein d'autres activités, puisque nous essayons les activités de les encourager. Et là, c'est une fierté. D'accord, alors on n'a plus beaucoup de temps du coup. Donc voilà, vos grands projets 2012, quels sont-ils? Alors les grands projets 2012, c'est la salle multifonction qui est en cours de construction. Donc après les fiançailles que nous avons eues l'an passé avec Brest-en-Bulle, le Pax que nous allons faire cette année, j'espère que le mariage sera l'année prochaine dans cette nouvelle salle multifonction qui ouvrira en septembre de l'année 2013. Alors comme j'ai cité, si vous le permettez, le monde agricole, le monde économique, le monde associatif, hein, l'une des chances de notre commune, c'est son monde associatif, la densité des activités que vous pourrez pratiquer chez nous, que ce soit au titre sportif, culturel, et bien sûr sans oublier notre façade maritime qui conditionne beaucoup quand même la vie à l'Opérette, hein, avec un sentier littoral, un centre nautique et très bientôt là aussi la participation de l'Opérette au Tonnerre de Brest, hein, avec Arostiviec, une activité délocalisée des Tonnerres de Brest. Alors sur ce littoral justement, on y trouve aussi la pierre de Kersanton. Alors pour vous, j'en ai ramené. Est-ce que vous pourriez me dire laquelle est la pierre de Kersanton? Écoutez, après réflexion, je dirais que c'est la pierre la plus proche puisqu'elle est plus noire, plus grise que l'autre pierre que vous me présentez. Voilà. Bien joué. Alors voilà, la pierre de Kersanton, ou autrement dit la kersantite, c'est une pierre qu'on trouve ici à l'Opérette. Donc elle a été utilisée dans de nombreuses constructions, mais elle reste malgré tout méconnue du grand public. Alors je vous propose de suivre géologues et passionnés à la découverte de cette pierre historique. Kersanton, c'est le nom d'un village situé à l'Opérette et c'est d'ici que la kersantite trouve son origine. Roche magmatique, elle s'est injectée par filons dans les terres de l'Opérette, permettant ainsi d'agrémenter notamment les constructions bretonnes. Il y a plusieurs variétés de kersantite, plusieurs types de cette roche. Notamment celle qui est sur l'hôpital Canfroute n'est pas exactement la même. Et la kersantite, je dirais la vraie kersantite, hein, c'est celle de Kersanton, qui est une roche grenue, avec un grain que l'on voit bien à l'œil nu, qui est sombre, qui est très riche en mica. Vous voyez dans les monuments historiques la présence de cette roche depuis très très longtemps, dans les châteaux, dans les manoirs de Bretagne, dans les enclos paroissiaux, les églises, les calvaires, etc. Dès l'instant où les hommes ont cherché des pierres pour construire, pour leurs besoins, ils ont toujours su trouver les matériaux qui étaient disponibles, qui étaient utilisables localement, là où ils en avaient besoin. En plus de sa proximité, elle est aussi très malléable. Elle est facile à extraire, à tailler. C'est une roche qui a été très facile à la taille et très facile à la sculpture.
L'objectif de l'association de cet ancien géologue à la retraite, faire reconnaître le patrimoine géologique au même titre que le patrimoine biologique. Ces carrières ne sont plus utilisées depuis pas mal de temps. La dernière carrière qui a exploité de la kersantite, c'est celle de l'hôpital Canfroute et qui s'est terminée dans les années 60-70 sans doute. Il y a des associations qui commencent à travailler notamment à l'hôpital Canfroute pour retrouver sur le plan ethnologique comment les gens l'ont travaillé, les problèmes sociaux qui se posaient à l'époque et qui permettaient de trouver de l'emploi, mais dans des conditions très, très difficiles. Et puis de l'autre côté, les monuments. On en parle beaucoup, mais sans vraiment la connaître, puisque on parle du granit de Kerzanton, ce qui n'est pas un granit, donc il y a toute une mémoire à retrouver à Kerzanton et à l'opérette, une histoire à la fois archéologique et sociale. J'ai travaillé avec l'association pour essayer de voir comment on pouvait utiliser les sites qui appartiennent encore à des carriers et éventuellement effectivement mettre en place des documents juridiques qui pourraient au public de faire le parcours, de s'enrichir de l'histoire de Kerzanton. Et ce patrimoine local, pour l'observer, rien de plus simple, une bonne paire de chaussures et direction le littoral lopérétois. Erwan Lebot, rebonjour du coup. Rebonjour, donc, oui. Ça y est, les dessins sont finis. Voilà, ça y est, donc un petit reportage live du plateau TBO. Alors, comment est-ce qu'on choisit d'être dessinateur ? Alors, pour ma part, moi je sais que j'ai passé des heures et des heures à dessiner depuis ma plus tendre enfance, comme on dit. Et suite à ça, moi j'ai choisi d'intégrer l'école de bande dessinée d'Angoulême en fait, il y a quelques années. Et donc j'ai eu l'occasion d'approcher le monde de la bande dessinée. Donc on va retrouver le 1er avril à l'Opérette lors du festival. Mais cela dit, moi j'ai eu le besoin de dessiner in situ, c'est-à-dire que même pour créer des planches, voilà, moi en fait je suis sorti avec mon carnet de croquis, mes outils. Ouais, vous êtes plutôt dans le dessin réaliste en fait. Voilà, c'est ça. Au départ, ça veut dire quoi ça ? Alors, je cherchais en fait des décors réels pour situer des histoires fictives, et c'est là en fait que je me suis aperçu que j'avais un plaisir de dessin en fait. Voilà, découvrir des lieux existants. Et je me suis aperçu également, et ça c'est vrai que c'est quelque chose de très important pour moi, c'est que le fait de dessiner in situ attire la curiosité et fait que les gens en fait viennent vous parler, vous raconter des histoires. Ce qui fait que le dessin devient un prétexte en fait à la discussion, à la conversation. Alors là, on est au milieu justement de votre exposition. On les voit sur ces photos, les rencontres et tout. Qu'est-ce que vous avez voulu partager dans cette expo ? Alors ici, donc c'est une exposition qui s'appelle Manchester by Bed, qui est un carnet de voyage, enfin une sorte de questionnement sur le carnet de voyage. Donc qui a été initié depuis mai 2008. C'est votre spécialité, ça, le carnet de voyage. Voilà, tout à fait. Donc c'est un carnet de voyage un petit peu particulier puisque il s'articule en 2 étapes. Et la première étape est un carnet de voyage immobile, c'est-à-dire que en référence au carnettiste, au premier dessinateur qui accompagnait les expéditions scientifiques pour apporter des images du monde d'ailleurs. Oui. Moi, je me suis posé la question à savoir qu'est-ce que le voyage aujourd'hui, maintenant que la planète est complètement cartographiée, je dirais même connectée. Donc, j'ai choisi d'explorer en fait à la fois ce que je pouvais rêver des mondes lointains, et j'ai utilisé les outils internet, donc les moyens technologiques. Donc toutes les cartes en 3D qu'on trouve sur internet et tout. Voilà, tout à fait. Mais c'est particulier du coup de faire un cahier de voyage avec des cartes, via le net quoi, via des cartes, via les cartes en 3D en fait. Voilà, alors c'est pas tout à fait des cartes en 3D. Moi j'ai choisi d'utiliser donc l'outil Google Maps avec l'option Street View qui permet de vous balader virtuellement dans un certain nombre de villes. Et c'est un outil très intéressant puisque donc c'est très immersif quoi. Ça vous permet d'explorer comme ça des
des intégralités de territoire sans jamais s'y déplacer. Vous êtes un peu un fan aussi des supports insolites, vous avez dessiné sur des post-it, non, c'est ça? Tout à fait, oui. Je cherche toujours des nouvelles façons de dessiner pour se renouveler en fait. Effectivement, j'avais créé un carnet de voyage sur post-it, ce qui me permettait de les laisser sur place et d'observer la réaction des gens quand ils trouvaient l'image dans la rue, dans les arrêts de bus. Alors on est là aussi dans le cadre d'un festival de bande dessinée. Pour vous, c'est plus compliqué de dessiner tout seul en tant que carnettiste ou alors avec l'appui d'un scénariste dans le cadre d'une bande dessinée? Je crois que c'est pas du tout le même travail. Moi, effectivement, j'aime bien dessiner in situ et découvrir les lieux, les ambiances, les rythmes, les sons. Donc là, moi, je trouve que c'est l'intervention d'un scénariste. Disons justifié dans le cadre d'un travail en atelier, donc peut-être après coup, s'il faut notamment réaliser un objet édité, donc là la collaboration effectivement est intéressante, mais en tant que dessinateur, moi j'aime bien de toute façon aller aller dans le bain et puis donc le côté un peu carnettiste, quoi. Tout à fait. D'accord. Et quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui voudrait être un bon dessinateur? Ce serait quoi les 3 conseils par exemple? Alors les 3 conseils, je dirais que ça pourrait se résumer en un seul, c'est dessiner tout le temps en fait, sans se poser de questions, c'est-à-dire que je crois que c'est en passant du temps simplement et en gardant ces carnets, quand on regarde des travaux qu'on a réalisés il y a quelques années, si on n'a pas arrêté de dessiner, en principe on a progressé naturellement. Donc voilà le meilleur conseil. Après les écoles sont là effectivement pour vous donner un petit peu de technique ou pour orienter votre projet, votre démarche, mais faut passer du temps tout simplement. Si on aime ça, en principe, ça va tout seul. D'accord. Erwan Le Bot, merci beaucoup. Merci à vous. Je rappelle que votre exposition, on la voit dans le cadre du festival de BD, l'opérette en ébullition. C'est ce dimanche 1er avril. L'expo, elle continue encore quelques jours après. Cette émission est maintenant terminée. Demain, dans la complète, vous retrouvez Erwan avec des petits agneaux tout mignons. Quant à moi, je fais étape la semaine prochaine à Concarneau. Alors d'ici là, portez-vous bien et à bientôt.